Bienvenue dans cette nouvelle exploration au cœur de nos sources. Aujourd'hui, le document qui est sur notre table est un véritable monument de la culture américaine. C'est un ouvrage qui a littéralement forgé l'imaginaire d'une nation entière. Ouais, un texte assez incontournable quand on s'intéresse à cette période. Absolument, il s'agit du livre La vie de George Washington avec de curieuses anecdotes. Un titre un peu à rallonge, écrit au début du 19e siècle par un certain M.L. Weems. Et la mission de notre plongée d'aujourd'hui, c'est pas simplement de relire une biographie, on va analyser la mécanique d'un mythe. Et c'est un mythe fascinant à déconstruire. Complètement. Ce texte nous prouve que la figure de ce père fondateur n'a pas été construite uniquement sur des champs de bataille, mais à travers des histoires très intimes, parfois carrément romancées, sur sa moralité. Le but, pour nous, c'est de séparer l'homme de la légende, tout en comprenant pourquoi, comment un auteur décide de fabriquer ce héros à partir d'anecdotes privées. Et pour bien comprendre ce document, il faut vraiment d'abord saisir l'intention de son auteur. L'ouvrage de Weems, ça se lit absolument pas comme un livre d'histoire moderne avec une méthodologie rigoureuse. C'est avant tout une œuvre d'édification morale. C'est pas pour les historiens universitaires, quoi. Pas du tout. L'auteur écrit pour une jeune nation qui a désespérément besoin de modèles de vertu. Il dresse donc un portrait presque théologique de Washington. Dans notre lecture d'aujourd'hui, on va rester neutre face aux descriptions très orientées de l'auteur, bien sûr. L'objectif sera d'observer comment Weems utilise ce récit pour imposer une vision très spécifique de ce que devrait être l'identité américaine. Bon, décortiquons tout cela, parce que l'angle d'attaque de l'auteur sur la notion même de grandeur, en fait, est assez inattendu. C'est le moins qu'on puisse dire. Dès les premières pages, Weems balaie complètement l'idée qu'on puisse juger un homme sur ses actions publiques. Pour lui, la sphère publique, c'est juste un théâtre où l'ambition ou même la cupidité peuvent pousser n'importe qui à faire de grandes choses. Ce qui est fascinant ici, c'est la thèse centrale de Weems. La vraie mesure d'un homme se trouve dans l'ombre de sa vie privée. Et pour asseoir l'autorité de Washington là-dessus, l'auteur dégaine d'emblée une histoire impliquant nul autre que Napoléon Bonaparte. Ce qui est quand même audacieux. Ouais, c'est une technique narrative redoutable. Le texte nous emmène à Toulon juste avant le départ de Napoléon pour sa fameuse campagne d'Égypte. Et là, des jeunes Américains lui sont présentés. Exactement. Et la première question du grand stratège corse ne porte pas sur la politique ou la diplomatie de la jeune nation. Il demande tout simplement « Comment va votre compatriote, le grand Washington ?» Et quand on lui répond qu'il se porte bien, Napoléon aurait eu cette réflexion assez incroyable. Il aurait déclaré que la postérité parlerait de Washington avec une révérence éternelle en tant que fondateur d'un grand empire, alors que son propre nom, à lui, Napoléon, finirait perdu dans le tourbillon des révolutions. C'est fort de faire dire ça à Napoléon. Weems utilise le plus grand conquérant de son époque pour valider la supériorité morale de son propre héros. Mais l'auteur s'arrête pas là. Il utilise aussi des contre-exemples pour bien enfoncer le clou sur cette histoire de vertu privée. Tout à fait. Il adore les contrastes dramatiques. Pour prouver qu'un succès militaire sans intégrité personnelle, c'est juste une coquille vide, il s'en prend à des figures historiques majeures. Il cible d'abord Benedict Arnold. Alors lui, dans la sphère publique, Arnold est décrit par Weems comme un général brillant, capable de surpasser un stratège comme Hannibal. Ouais, un génie militaire qui encercle les troupes ennemies avec une facilité déconcertante. Mais dans le privé, l'auteur le dépeint comme un vulgaire escroc. Il le décrit littéralement en train de voler le rhum des réserves militaires à Philadelphie pour le revendre en cachette. Avec l'aide de femmes de mauvaise réputation, précise bien le test. Et Weems va même jusqu'à égratigner le célèbre duc de Marlborough, qui était pourtant la terreur des armées françaises en Europe. Il l'accuse de voler les quelques sous de la solde de ses propres soldats. Donc le message de l'auteur est limpide. Si on retire la lumière flatteuse de la gloire publique, ces prétendus héros ressemblent à des plantes flétries. Qu'on aurait sorti de leur serre, c'est exactement l'image. Ce qui explique pourquoi le livre consacre une part si massive à l'enfance de Washington. Si la grandeur réside dans le caractère privé, il faut montrer comment ce caractère a été usiné. L'auteur nous décrit très longuement les méthodes pédagogiques du père, Augustin Washington. Et c'est une éducation purement basée sur l'exemple moral et la religion. C'est le cœur du projet de Weems. Il veut montrer que le héros national n'est pas né par hasard. Il a été cultivé. Prenez l'anecdote de la pomme. Le texte raconte qu'un jour, le jeune George reçoit une grosse pomme d'une cousine et il refuse catégoriquement de la partager avec ses frères et sœurs. Et là, son père intervient. Mais pas pour le punir violemment. Il s'en sert pour lui donner une leçon de générosité cosmique. Nable à l'automne. Le texte prend le temps de décrire le petit garçon confus,
qui gratte la poussière avec ses orteils nus et qui finit par céder. Et quelques mois plus tard, la récompense arrive. Le père l'emmène dans un verger qui croule littéralement sous les pommes, au point où les branches plient vers le sol. Le jeune George, les larmes aux yeux devant toute cette abondance, jure de ne plus jamais être avare. Et cette leçon prépare évidemment le terrain pour l'anecdote que tout le monde connaît, le mythe fondateur par excellence. Le fameux cerisier, D'ailleurs, comment l'auteur amène-t-il cette histoire précisément dans le texte? avec un sens aigu du drame moral. Le jeune George, armé d'une hachette toute neuve qu'on vient de lui offrir, s'amuse à tester la lame dans le jardin. Et il mutile gravement un magnifique cerisier anglais, qui est l'arbre préféré de son père. Le drame. Et le lendemain, la découverte du carnage provoque la fureur paternelle. Face à la question fatidique du père qui demande qui a tué son arbre, l'auteur décrit un moment de suspension. Puis le garçon, le visage illuminé par ce que Wims appelle le charme de la vérité, lâche cette phrase historique. « Je ne peux pas mentir, papa. C'est moi qui l'ai coupé. » Et au lieu de la punition attendue, le père exulte. Il le serre dans ses bras et proclame qu'un tel acte d'honnêteté vaut plus qu'une forêt d'arbres aux fruits d'or. Wims construit vraiment l'ADN moral de la nation ici. La vérité absolue passe avant toute considération matérielle. C'est exactement ça. Mais c'est là que ça devient vraiment intéressant, parce que l'auteur pousse cette éducation jusqu'à une révélation théologique assez dingue. Il y a cette histoire du nom semé dans le jardin avec des graines de choux. Ah oui, l'épisode des graines. Le père prépare secrètement un carré de terre, trace les lettres du nom de son fils et y sème des graines de choux. Et quand les pousses sortent de terre quelques jours plus tard, elles épellent parfaitement George Washington. Le garçon accourt complètement sidéré. C'est une mise en scène fascinante. Et quand le père feint l'ignorance en suggérant que ces lettres ont pu pousser par hasard, le jeune George rejette l'idée avec véhémence. Bah oui, il dit que les lignes sont trop droites, que le sens est trop clair. Quelqu'un a forcément organisé tout ça. Et c'est là que le piège pédagogique se referme. Le père utilise cette déduction logique pour introduire l'existence de Dieu. Il explique à son fils que si un simple nom en graines de chou ne peut pas résulter du hasard, alors la complexité de l'univers prouve l'existence d'un créateur intentionnel. C'est du dessin intelligent avant l'heure. Utilisé comme outil d'éducation morale. Wims affirme que Washington était littéralement conscient de l'ordre divin dès son plus jeune âge. Et on retrouve cette perfection dans la description de son adolescence. Le texte le dépeint comme un véritable surhomme physique. Ouais, ses camarades témoignent qu'il pouvait lancer une pierre d'une rive à l'autre du fleuve Rappahannock, ou courir plus vite que n'importe quel athlète. Mais, détail crucial, malgré cette force écrasante, il fuyait la bagarre à l'école. C'est le paradoxe du leader idéal selon Wims. La puissance absolue contenue par la retenue absolue. Il agissait toujours comme pacificateur, expliquant que la violence brisait le cœur de leurs parents. Et cette piété filiale va jouer un rôle énorme. Wims raconte qu'à l'adolescence, Washington était prêt à rejoindre la Royal Navy britannique. Ses malles étaient déjà chargés sur le navire. Et au moment de faire ses adieux, il voit sa mère s'effondrer en larmes. Incapable de lui causer une telle peine, il annule tout. Il ordonne qu'on redescende ses bagages. Il abandonne son ambition personnelle par pure vertu. Le destin de tout le continent a tenu à une larme ce jour-là. Heureusement pour les colonies selon Wims, car Washington finit par s'engager dans la milice terrestre, ce qui nous amène à la guerre franco-indienne. Le texte le suit lors d'une mission hyper périlleuse en 1753. Un voyage dans la neige, les rivières glacées, il survit même à un attentat d'un Indien pour porter un message aux Français. Mais c'est surtout le récit de la défaite du général britannique Braddock qui sert de révélateur dans cette section. Ah oui, Braddock. Wims en fait un portrait assez terrible. Un aristocrate anglais arrogant qui refuse d'écouter les conseils de Washington face aux tactiques de guérilla des Français et des Indiens. Braddock lui répond, et je cite l'auteur, « Un jeune buckskin va apprendre à un général britannique comment se battre. » Attendez, un buckskin, c'est un terme péjoratif, j'imagine. Une référence aux vêtements des colons? Exactement. Ça désigne une peau de dame. C'est une façon de réduire Washington à un vulgaire provincial vêtu de peau de bête. Un rustre des bois incapable de comprendre la vraie guerre. Voilà, et cette arrogance mène directement au désastre de la Monongahela. L'armée britannique est massacrée. Et au milieu de ce carnage, le mythe de l'invincibilité de Washington naît. Braddock meurt, l'armée fuit, mais Washington chevauche intact. Wims souligne qu'il a eu des chevaux tués sous lui, des balles ont percé ses vêtements. Il rapporte l'anecdote d'un guerrier indien qui jure avoir tiré 17 fois sur lui sans jamais l'atteindre.
persuadant l'Indien que Washington était protégé par le grand esprit. L'auteur lie sa survie à une providence divine qui prépare le futur chef de la Révolution. Et ça prend une tournure encore plus mystique avec un autre élément du livre, le rêve prémonitoire de la mère de Washington. La mère rêve qu'une maison neuve prend feu. Le jeune George tente de l'éteindre avec l'eau d'une petite gourde, mais ça ne suffit pas. Soudain, un vieil homme apparaît avec un grand bonnet et une tige de fer. L'auteur adore les métaphores. Le vieil homme à la tige de fer, c'est évidemment Benjamin Franklin et son paratonnerre. C'est ça. Et ce Franklin onirique tend à George un objet, un récipient en forme de sabot. Ce sabot en bois symbolise l'aide française. Le fameux sabot paysan. Et une fois le feu maîtrisé, grâce à ça, George annonce qu'il va construire un toit qui durera pour toujours. Une allusion claire à la Constitution. Weems utilise l'onirisme pour légitimer mystiquement des événements politiques. Parce que sur les causes réelles du conflit, le texte fait une synthèse assez impartiale, mais pointe du doigt l'arrogance ministérielle. C'est presque ironique. L'auteur explique qu'après la guerre franco-indienne, les Américains ont offert une hospitalité fastueuse aux officiers britanniques. Le gouvernement de l'ordonnance à Londres en a déduit que les colonies étaient immensément riches. Ce qui a justifié l'imposition de nouvelles taxes sans représentation. Weems rappelle d'ailleurs le discours passionné du colonel Barré au Parlement britannique qui défendait les colons face à cette arrogance. Et cette étincelle mène logiquement à la guerre d'indépendance. L'auteur décrit Lexington, Concord et surtout Bunker Hill, avec l'ordre mythique du général Putnam, ne tirez pas avant de voir le blanc de leurs yeux. Mais Weems ne fait pas qu'une chronique militaire, il utilise beaucoup l'humour pour dédramatiser la guerre et rabaisser l'arrogance impériale. L'histoire de Fort Sullivan, en Caroline du Sud, est hilarante. La flotte britannique attaque et un boulet de canon américain arrache littéralement la culotte de soie du commandant Sir Peter Parker. Weems le couronne même comme le premier sans-culotte de l'histoire américaine. C'est absurde. Et il y a cet échange comique où Sir Peter demande à un pilote nommé Cudjoe la profondeur de l'eau pour fuir. Et Cudjoe se moque de lui en disant qu'on ne peut pas mesurer l'océan avec un pot d'un quart. Si nous relions cela à une perspective plus large, c'est une technique de propagande brillante. En faisant rire le lecteur, il réduit la peur de l'Empire britannique. Mais l'humour disparaît quand on arrive à Trenton en hiver, la traversée du fleuve Delaware glacée à la nuit de Noël. C'est là que l'humanité de Washington brille. Après avoir capturé les mercenaires essois, au lieu de les maltraiter, il insiste sur la clémence. Ouais, l'auteur explique qu'il les invite à devenir des fermiers américains. Il transforme des ennemis en citoyens par pure générosité. Et cette intégrité est encore plus frappante quand elle est opposée à la trahison de Benedict Arnold. La chute d'Arnold est détaillée avec ses causes financières, son extravagance à Philadelphie, ses fêtes, ses dettes. Ça le pousse à vendre West Point et Washington pour 10 000 guinées. Et le complice britannique d'Arnold, le major André, est capturé de manière fortuite par 3 jeunes miliciens. Des miliciens incorruptibles. Ils refusent la montre en or et l'argent d'André. L'auteur dresse un portrait très élogieux et compatissant du major André. Il souligne sa gentillesse envers les enfants prisonniers. Et la douleur immense de Washington quand il doit signer son arrêt de mort. C'est une réflexion profonde sur la vertu dans l'adversité. Tout cela prépare le triomphe final. À la bataille de Cowpens, la cavalerie américaine met en déroute Tarleton. Ah, l'anecdote sur Tarleton est piquante. Il se moque de l'analphabétisme supposé de Washington devant une dame de la société. Et elle lui rappelle que Washington s'est très bien laissé sa marque en pointant le doigt que Tarleton a perdu au combat. La répartie parfaite. Et le livre culmine à Yorktown, avec la reddition de Cornwallis. L'attitude noble des Américains et des Français est mise en avant. Ils pleurent de compassion et offrent même leur propre bourse aux Britanniques vaincus. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie? En refermant ce livre, on réalise que Weems ne se contente pas de relater des faits. Il tisse la mythologie d'une nation. Il montre un leader défini par son intégrité tout autant que par sa stratégie. Exactement. Il a pris des anecdotes, vraies ou exagérées, pour créer un manuel de citoyenneté. Ça soulève une question importante sur l'importance de la pensée critique. Les mythes, comme celui du cerisier, révèlent vraiment les valeurs qu'une société souhaite inculquer à ses futures générations face au chaos de l'histoire. C'est clair. L'histoire, c'est pas juste ce qui s'est passé. C'est ce qu'on choisit de raconter. Ce qui nous laisse avec une pensée finale pour ceux qui nous écoutent. Lorsqu'une nation naît, a-t-elle davantage besoin de vérités historiques froides et implacables ou de mythes moraux puissants capables d'unifier son peuple autour d'un idéal commun ?
C'est une vraie réflexion sur le pouvoir des histoires que les sociétés choisissent de se raconter sur elles-mêmes. Absolument. Merci de nous avoir accompagnés dans cette plongée fascinante. On se retrouve très vite pour un nouveau décryptage.